Merci, je veux remercier évidemment Jean-Noël Jeannet, héritier dans tous les sens du terme, familial, historique, intellectuel et politique, de la pensée et de l'action de Clémenceau, de me donner l'occasion de m'exprimer dans ce lieu unique, chargé d'émotions que je connais. C'est un privilège pour moi. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur. Public averti, et dans cette, non pas dans ce musée, dans cette maison, puisque nous sommes ici dans une maison. Et merci pour vos mots, Monsieur le Ministre, et de le faire à l'occasion de cette belle exposition qui doit beaucoup au talent d'Alexandre Duval-Stala, qui sait par ailleurs que je prépare mes interventions de manière écrite. Doit être, je ne sais pas, mon apprentissage auprès de Michel Rocard il y a déjà quelques années, et je travaille mes textes, tout en sachant, pour moi, je ne pouvais pas redire tout ce qu'il y a dans cette exposition, et les thèmes que je vais effleurer ou approfondir. Je vais en dire un mot. Et puis, par ailleurs, je suis certes jeune, mais privilège de l'âge, je m'intéresse de plus en plus, j'essaie de le démontrer dans ce livre consacré au courage, parmi les personnalités courageuses, de mon point de vue, dans mon panthéon personnel, il y a Georges Clémenceau, mais je m'intéresse évidemment beaucoup aux aspects personnels, humains, de chacun des personnages. Et il m'arrive d'ailleurs, dans ces réflexions, de réfléchir à la fin de vie des grands hommes, des personnages qui ont façonné l'histoire et qui nous écrasent par leur force, parce qu'elle dit beaucoup aussi de ce qu'a été parfois leur vie ou comment ils l'envisageaient. Alors, dans la traduction espagnole de ce livre dans quelques mois, j'ai choisi un personnage qui est très loin de Clémenceau, mais qui est l'abdication, le retrait, la mort à Yuste de Charles Quint. C'est la grandeur du retrait. Évidemment, je rêve un jour d'aller à Sainte-Hélène pour essayer de retrouver les traces de l'esprit de Napoléon. Et Clémenceau, je l'ai ressenti évidemment en Vendée, avait lui-même recusé d'avance toute cérémonie officielle, tout hommage gouvernemental. Et lorsqu'il mourut le 24 novembre 1929, peut-être assez seul, moins présent politiquement pour des raisons évidentes, vous connaissez son testament qui stipulait « Ceci est mon testament, je veux être enterré au Colombier à côté de mon père. Mon corps sera conduit de la maison mortuaire au lieu d'illumination sans aucun cortège ni cérémonie d'aucune sorte. Aucune ablation ne sera pratiquée, ni manifestation, ni invitation, ni cérémonie. Autour de la fosse, rien qu'une grille de fer, sans nom, comme pour mon père. » C'est le cas, c'est toujours le cas. Et ces mots permettent de rappeler la vie et l'œuvre, la personnalité surtout de cet homme exceptionnel. Et moi j'y vois une très grande humanité. J'ai depuis longtemps une passion pour Clémenceau. Je l'admire pour son courage, pour son caractère, et aussi parce que sur l'essentiel, et on le voit dans cette exposition, il ne se trompe jamais ou presque jamais. Je dis bien sur l'essentiel. Et en politique, Clémenceau est dans tous les bons combats. Républicain de toujours, il est emprisonné 2 mois sous le Second Empire, alors qu'il n'a pas 20 ans. Son père aussi a connu la prison, donc cela le façonne. Il a lutté pour la justice et l'amnistie en faveur des communards, après avoir été maire de Montmartre pendant le siège. Dreyfusard, j'ai besoin de rappeler cet épisode, il souffle à Zola le titre « J'accuse » pour son grand et fameux article du 13 janvier 1898 dans l'Aurore, et pourtant au début il n'est pas, Dreyfusard en tout cas, il croit Dreyfus coupable, et c'est son ami de jeunesse, Auguste Schwerer-Kessner, sénateur, qui lui fait changer d'avis en lui présentant les preuves, la culpabilité de l'autre, et pas de Dreyfus, qui montre aussi l'intelligence, la capacité à changer de la part de Georges Clémenceau. Régis Debray, d'ailleurs, sort dans quelques jours un livre sur ces piliers intellectuels, et il choisit
ce vice-président du Sénat, un homme important, moins connu, très belle photo, dans la fameuse affiche de ceux qui ont soutenu Dreyfus, Auguste Schrerer-Kestner. Anticolonialiste, nous en parlions il y a un instant avec Jean-Noël Jeannet, il s'oppose à Ferry et à son argument humanitaire sur l'expédition du Tonkin et ses abus, exprimant son scepticisme, son rejet sur la notion de race supérieure et inférieure. Il dit « Parler à ce propos de civilisation, c'est joindre la violence à l'hypocrisie » dans un discours très fameux, là aussi, du 28 juillet 1885. Opposé à la peine de mort, il assiste à l'exécution d'un anarchiste, restituant en quelques mots l'horreur que lui procure la guillotine. La machine, lui, grâce de sang qui dégoûte. Il ne se trompe pas, c'est un sujet de réflexion pour toute personne qui s'engage politiquement, car il possède, me semble-t-il, ce qui fait de lui un homme exceptionnel, une boussole infaillible. Son sens de la liberté, c'est un homme libre, qui le conduira parfois à être très seul, sans véritable parti, et de la justice, puisque c'est le thème de l'exposition. C'est au nom de cette liberté qu'il se bat contre le cléricalisme. Dans un de ces mots d'esprit qui le caractérisent, et qui lui coûteront parfois cher, il décrit l'Église catholique d'avant 1905 comme une vaste association qui vit aux dépens de ses non-adhérents. J'adore par ailleurs son humour. Vous pourriez faire une exposition uniquement sur l'humour grinçant et terrible de Georges Clemenceau. C'est au nom de cette liberté qu'il discerne très tôt la dérive, enfin, ou le fumet de tyrannie qui se dégage des premières organisations ouvrières marxistes. Il dit « Non, non, je suis pour la liberté intégrale et je ne consentirai jamais à entrer dans les couvents et les casernes qui vont nous préparer. Il y a les jésuites noirs, il y a aussi les jésuites rouges. » Ça reste une très grande modernité. La vie politique aujourd'hui est organisée autour des jésuites noirs et des jésuites rouges, même s'ils n'ont pas tout à fait les mêmes origines idéologiques. Il ne se trompe pas, je dirais un mot aussi, sur l'économie. Sur certains théoriciens libéraux, il a cette remarque acide, il y a d'ailleurs un beau panneau toujours dans cette exposition. Tout leur art consiste à faire courir des cul-de-jatte ficelés dans un sac contre le dernier vainqueur du Grand Prix de Paris. C'est Clemenceau. Dans le domaine social, et c'est une des dimensions méconnues souvent du personnage, malgré le travail qui est fait dans les différentes biographies, dans les expositions, dans le magnifique dictionnaire coordonné par Jean-Noël Jeannet sur Clemenceau. Hein? Sylvie Brodia, dans le numérique. Oui, mais, et par ailleurs, Jean-Noël Jeannet, alors, il préconise l'intervention énergique de l'État pour soutenir les plus faibles. Il ne partage pas l'optimisme, à l'époque en tout cas, des républicains modérés comme Ferry, qui s'en remettent à la vertu émancipatrice de la seule instruction. Médecin des pauvres à Montmartre, Clemenceau a vu la misère, la pauvreté de trop près pour tomber dans cette illusion. Il sait que ce n'est pas l'instruction qui empêche le travail des enfants, mais la loi. Il ne pense pas à la justice seulement, il pense à sa mise en œuvre. Il dit en 1884, c'est l'État qui doit intervenir directement pour résoudre le problème de la misère, sous peine de voir la guerre sociale éclater au premier jour. Et il sera d'ailleurs à l'origine de plusieurs lois sociales importantes, par exemple sur le travail des enfants. Et puis, pour moi, très important, je suis d'ailleurs venu plutôt à Clemenceau d'abord par l'art. Je suis fils d'un artiste peintre et qui me conduisait tout petit régulièrement à l'orangerie. À l'époque, il n'y avait personne, ni d'ailleurs au jeu de paume, qui était l'ancêtre ou le grand frère plutôt du musée d'Orsay. Il admire les impressionnistes, dont évidemment l'un des artistes les plus originaux et incompris de son temps, Claude Monet, une photo magnifique. Tous deux sont de grands amis. Il faut lire leur correspondance au soir, mais je ne vous apprends rien de leur vie. D'une merveilleuse liberté de ton, Clemenceau écrit à Monet des lettres qui commencent par « mon vieux crustacé » ou « mon cher vieux débris ». Et après la mort, il imagine, si la réflexion avait commencé avant, 2 salles de l'orangerie comme un écrin pour recueillir les chefs-d'œuvre que je n'ai pas besoin de vous présenter, les nymphaires. Dans ce livre, en parlant de Clemenceau, je me dis qu'au fond, on ne fait jamais le tour de Clemenceau.
Il est comme, je le dis ici, dans ces pièces, ces vieux meubles d'autrefois, ouvragés avec patience et minutie, par des artisans géniaux. On inspecte les rangements principaux, on néglige parfois les ouvertures latérales, et on oublie les tiroirs secrets. Et on ouvre en permanence ces tiroirs secrets. Clémenceau est plein de tiroirs secrets. Le Clémenceau des dernières années me fascine aussi. Et c'est tardivement qu'il s'inscrit dans l'histoire de France à la place qui est la sienne. S'il était mort avant la guerre, ou s'il s'était retiré de la vie politique, son image aurait été tout autre. Forte, bien sûr, mais aussi négative. Par sa férocité que j'évoquais, il acquiert le surnom de Tigre. On aurait peut-être conservé le souvenir du tombeur des ministères, resté dans l'opposition pendant la plus grande partie de sa carrière. Il est ministre à 65 ans, à l'exception de ces 3 années de président du Conseil et ministre de l'Intérieur. Donc, exemple que nous suivons, mon bureau était celui de Clémenceau, et je suis rentré dans l'histoire en parlant de Clémenceau dans une émission de Stéphane Bern. Après ça, vous pouvez vous retirer. Les historiens auraient peut-être médité sur le mystère de cette destinée à avorter, sur les promesses non tenues d'un talent si irréfutable. Il serait resté comme un autre Gambetta, ce qui n'est pas rien. Mais on peut dire la même chose au fond de Churchill, s'il n'avait pas été le Premier ministre de 1940. Mais c'est là la beauté de la politique. Rien n'est joué. Alors, ce n'est pas un autoportrait. Rien n'est joué jusque l'ultime étincelle de vie. Et quelques mots inscrits sur la dernière page de cette vie, je parlais de 1917, il mourra bien après, changent l'interprétation du livre de sa vie tout entier. Et c'est donc au Clémenceau de la guerre, et c'est comme ça que je commence, et à ce tigre devenu père de la victoire, que j'ai voulu consacrer un chapitre dans ce livre sur le courage, non seulement parce qu'il fit preuve de bravoure en toutes circonstances, mais aussi surtout parce qu'il a insufflé sa fermeté, son courage à un pays exsangue, lui permettant de rassembler ses forces jusqu'à la victoire finale. Cette dernière année de guerre semble curieusement, d'ailleurs, un peu effacée dans la mémoire collective. Alors, on en a beaucoup parlé au moment du centenaire, mais on se souvient des taxis de la Marne et des héros de Verdun, ou des boucheries. On oublie qu'entre le printemps 1917 et l'été 1918, la France frôle l'abîme. Les historiens qui se penchent sur ces événements le disent aujourd'hui, que notre pays n'ait pas perdu la guerre au printemps 1918 reste à leurs yeux un mystère, alors que l'Allemagne bénéficie de la signature de paix avec les bolcheviks, les troupes américaines n'arrivent pas encore. Il y a là un mystère, et la réponse est sans doute dans la volonté inouïe de Clémenceau qui remobilise la nation. Clémenceau fait la guerre. Et vous connaissez tous, je n'ai pas besoin de le rappeler, le discours du 8 mars 1918, où l'on trouve la formule fameuse après une interpellation sur la politique intérieure, enfin je la cite par plaisir, ma politique étrangère et ma politique intérieure c'est tout un, politique intérieure je fais la guerre, politique étrangère je fais la guerre, je fais toujours la guerre. Et d'ailleurs quand il y a la guerre, cela nous amène peut-être à poser un autre regard sur la manière de faire la politique intérieure. Je le dis par rapport aux événements actuels que nous vivons. La guerre en Ukraine, elle n'est pas extérieure, elle n'est pas une imagination. Je referme la parenthèse pour ne pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Clémenceau mène la lutte en républicain, respectueux des lois et des institutions. On l'a parfois qualifié de dictateur, c'est absurde. Au contraire, son sens de la justice et de la liberté, là encore, s'exerce pleinement. Pendant cette période où Clémenceau assume le pouvoir, les prérogatives du Parlement ne sont jamais abaissées. Clémenceau vient régulièrement et sans rechigner rendre des comptes, en particulier devant la commission de l'armée du Sénat ou l'Assemblée, commission de l'armée du Sénat qu'il connaît bien, il était sénateur et il était assez féroce avec le gouvernement entre 1914 et 1917. Il a mis fin au comité secret qui s'était institué au début de la guerre. Il veut s'exprimer en séance plénière pour présenter son bilan au grand jour. Et chaque député est libre de l'interpeller. D'ailleurs, les socialistes, à ce moment-là, ne s'en privent pas. Il ne faut pas dire qu'il n'est pas féroce. Malvy et d'autres le savent bien.
Faire la guerre en républicain signifie pour lui accepter d'être critiqué. La censure dont il a personnellement souffert lorsqu'il était à la tête de son journal, l'homme enchaîné, avant d'entrer au gouvernement, ne doit s'appliquer qu'aux problèmes relevant de la défense, de la sécurité nationale. Mais n'importe qui peut attaquer la politique et les choix du président du Conseil, même si la réponse peut être féroce. Là aussi, un jour, un journal local l'insulte, on demande à Clémenceau s'il faut envisager des poursuites. Clémenceau n'hésite pas. Le droit d'injurier les membres du gouvernement doit être mis hors de toute atteinte. En temps de guerre comme en temps de paix, on ne transige pas avec la liberté. Et donc là, je pense qu'il y a aussi un sens de la justice sur l'idée qu'il se fait des institutions. Je tords un peu, mais ça me permet le sens de la justice, pour dire que c'est aussi en républicain qu'il conçoit ses relations avec les chefs de l'armée. Ses rapports avec Foch ou Pétain sont notoirement difficiles. Il est toujours sur mon dos, soupire Foch. L'attitude de Clémenceau, raide, rêche, est mal comprise. Ce n'est pas de l'autoritarisme, mais une question institutionnelle. Clémenceau a été élu, puis désigné par le président de la République, pas Foch ni Pétain. En République, le pouvoir civil qui procède de l'élection est au-dessus du pouvoir militaire. Et là, la ligne de Clémenceau est aussi limpide. En examinant avec Jean-Noël Jeannet il y a un instant le fameux tableau du discours du 11 novembre 1918, je voulais revenir devant vous sur la conclusion de mon chapitre, tout ça pour vous inviter à l'acheter et à le lire, bien évidemment, car chaque fois il y a un but en plus, mesquin. Mais je reviens sur les larmes du grand homme le jour où il apprend l'acceptation par les Allemands de toutes les conditions de la reddition, de l'armistice. C'est le général Mordac, le fameux chef de cabinet militaire, qui raconte « À peine Clémenceau avait-il fini de lire la dépêche que je le vis me regarder fixement, ses yeux se mouillèrent, et mettant ensuite sa tête dans ses deux mains, il se mit à pleurer silencieusement. Au bout d'un court instant, il se ressaisit et s'écrie « Cet idiot, je ne suis plus maître de mes nerfs. Ce fut plus fort que moi, mais j'ai revu 1870. L'armistice est signé dans la nuit du 10 au 11 novembre, à 5 h du matin pour entrer en vigueur à 11 h le lendemain. La suite est une succession de moments bouleversants pour Clémenceau. Si on relit les discours, on se dit c'est peut-être un peu exagéré, toute cette emphase. Mais non, c'est accueilli dans l'hémicycle, il lit les conditions de l'armistice, en concluant son discours par un hommage aux soldats et en tendant la main aux vivants, il dit c'est grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, le républicain laïque est toujours là, sera toujours le soldat de l'idéal. Toujours. Je suis parti 3 ans à l'étranger, en Espagne, et je me suis rendu compte, je n'avais pas besoin de ça, hein, mais en étant un peu loin, combien j'étais français. Avec les côtés les plus insupportables, hein, qu'on nous reconnaît bien volontiers. Mais c'est cela. Nous pouvons être des soldats de l'idéal et de l'humanité. Et il est submergé par les émotions. Et après ces larmes de l'armistice, il y a celle du traité de paix, évidemment, bien connue. Cette scène qui, dans une émission que je faisais il y a quelques jours, était critiquée par l'un de mes interlocuteurs, mais moi je la trouve incroyable. Il demande, Clémenceau, vous vous rendez compte la puissance du geste, qu'une délégation de poilus assiste à la cérémonie. Et parmi eux, 5 gueules cassées. Et quand il les voit, évidemment les Allemands le voient aussi, mais les larmes évidemment coulent sur les joues du tigre. Il ne joue pas au surhomme. C'est cela qui m'intéresse, je vous le disais au début de mon intervention. Il sait que la République a besoin d'hommes exceptionnels, pas d'hommes providentiels. Peut-être y a-t-il, après tout, quelque chose de républicain dans cette manière de ne pas cacher ses émotions, ou bien la liberté suprême que Clémenceau a toujours manifestée vis-à-vis du regard des autres. Moi, ça me touche. Clémenceau incarne toutes les vertus de la Troisième République, mais pas le seul, évidemment. De la République, de la Troisième République, de sa République, et donc d'une belle idée de la justice. Alors, vous avez choisi Clémenceau et la justice. On me disait que d'autres expositions sont prévues dans les années, dans les mois qui viennent. Alors, pourquoi pas Clémenceau le médecin, pourquoi Clémenceau le vendéen, le journaliste, mais qui tout au long, au fond de sa carrière, parce que pour comprendre sa liberté, il faut comprendre qui il est aussi.
un journaliste. Évidemment, le maire de Montmartre sous la Commune, le partisan de l'amnistie, le radical ardent, le républicain pourfendeur des complots de restauration monarchique et du boulangisme malgré quelques hésitations, l'ennemi des expéditions coloniales, je l'ai dit, et des gouvernements opportunistes, le chef des Dreyfusards, et puis le père de la victoire, le tigre, plus c'est un personnage qui a différents noms. Clémenceau est tout cela, il fut tout cela, athée, anticlérical farouche, mais respectueux de la liberté scolaire, l'artisan de la séparation de l'Église et de l'État. Lui aussi, on l'évoquait également avec Jean-Noël Jeannet, le voyageur, l'Européen, l'amoureux de la Grèce, qui vécut très jeune aux États-Unis, qui était familier de l'Angleterre, de l'Autriche, de l'Italie, et puis plus tard qui est allé en Égypte, aux Indes, en Indonésie, chasseur. Celui qui publia aussi en 1896 La vérité sur les massacres d'Arménie, qui dénonce les exactions de la Turquie, permettrait peut-être de comprendre ce qui s'est passé une vingtaine d'années après, au moment du génocide arménien. Là, il manifeste un très grand souci de la justice et de la vérité des faits. Mais sa curiosité lui permet de découvrir parmi les premiers les civilisations hindoues et japonaises. Guillemets en est une des belles expressions. Et puis, nous l'avons dit, c'est l'ami des artistes, des peintres, de Monet, de Manet, de Rodin, de Zola. J'arrête cette énumération, sinon pour dire que c'est bien une extraordinaire plénitude, un esprit paradoxal, mais mu par une force de conviction unique, une ardente volonté de justice, une passion simple en une valeur suprême, qu'on pourrait résumer par, ce n'est pas moi qui écris cela, une patrie juste. La justice fut tout pour lui. Et, pas besoin de grands discours, beaucoup de livres. Faites le tour, si vous ne l'avez déjà pas fait, de cette exposition. On le voit, elle inspire ses premiers combats contre l'Empire, lui l'inspire pour se ranger parmi les protestataires de l'Assemblée de Bordeaux contre la violence faite aux Alsaciens et aux Lorrains qui voulaient rester français, et c'est en son nom qu'il voulait l'amnistie pour les partisans de la Commune. Et pour ne pas répéter ce qui a déjà été écrit, je me suis intéressé aussi, parce que je trouve que c'est une belle manière également de parler de Clémenceau homme et de sa vision de la justice. Je voulais parler de la relation entre Clémenceau et Louise Michel. C'est grâce à Clémenceau, je dois dire, que j'ai appris à mieux connaître Louise Michel. Et c'est par lui, en effet, que j'ai commencé à m'intéresser à travers un beau livre, je ne sais pas quel est votre avis, mais de Georges et Louise de Michel Ragon. C'est un auteur attachant, singulier, que l'on ne peut pas d'ailleurs résumer à sa dimension de figure du mouvement libertaire, parce que son œuvre embrasse d'ailleurs des thèmes et des registres très différents. Mais son ouvrage, consacré aux deux, raconte de manière vivante et chaleureuse l'amitié entre deux êtres totalement dissemblables, Clémenceau et Michel. Et après avoir lu, on se dit que Louise dévoile Georges autant que Georges révèle Louise par nom de cette intimité. Des facettes inattendues, de l'un comme de l'autre, apparaissent. Et mon intérêt pour Louise Michel vient de cette lecture. Elle a une personnalité différente, riche en contrastes, qui me fascine plus que ses idées, évidemment. Ce n'est pas le moment de l'évoquer, mais j'ai eu la chance d'avoir un poème de Victor Hugo qui lui a été consacré. Il s'est passé y compris des choses peut-être entre elle et Victor Hugo bien avant. Elle n'était pas forcément sympathique, peu importe. Par ailleurs, pour un homme de ma génération, la mémoire de la Commune, déjà un peu tombée en désuétude, ne brillait pas d'un même éclat que chez les socialistes de la première moitié du XXe siècle, pour lequel cette référence, je parle de la Commune, était absolument centrale. La figure de Louise Michel ne devrait donc susciter en moi aucun écho, d'autant plus que généralement les admirateurs de Clémenceau et ceux de Louise Michel s'excluent réciproquement, car ils n'ont pas la même vision de la République ou de l'ordre. Si j'ai évoqué Louise Michel dans mon livre, c'est parce qu'elle me touche par son courage, par ses contradictions qui soulignent l'humanité d'une forme d'incorruptible. Et sans doute aussi, parce que c'est une terre que je connais très bien, pour son action en Nouvelle-Calédonie. Cette amitié entre le tigre
et la tigresse, est improbable. Ragon raconte comment Clémenceau, et là peut-être qu'on touche vraiment à cette notion de justice, comment Clémenceau, nommé en septembre 1870 maire du 18e arrondissement, l'un des plus pauvres de Paris, entre en contact avec cette jeune institutrice qui a créé une école au 24 de la rue Houdon. Il remarque son dévouement envers les élèves qui manquent de tout. Il fournit à Louise Michel du lait, de la viande de cheval, des légumes pour sa cantine. Parfois, il lui fait passer les couvertures pour elle et pour sa mère. Il remarque d'ailleurs qu'elle ne garde rien parce qu'elle redistribue tout. Je n'idéalise pas tout. Mais la justice et l'humanité ne se conjuguent pas que dans des discours, se conjuguent aussi dans des faits. Et on oublie toujours, quand on parle de Clémenceau, le médecin des pauvres et le maire du 18e arrondissement pendant la Commune de Paris. Et leur sollicitude envers les pauvres les rapproche, mais aussi leur conviction politique. L'idée qu'il faut se battre à tout prix contre les Prussiens, le culte de la Révolution française, modèle de lutte patriotique et horizon politique. Après la Commune, Louise Michel déclara devant le Conseil de guerre « Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la Révolution ». Alors il y a sans doute aussi la figure de Blanqui qui les rapproche. Clémenceau le connaît, jeune étudiant en médecine, il est allé le visiter régulièrement dans sa prison de Sainte-Pélagie, dans le 5e arrondissement, où le Second Empire enfermait ses opposants politiques, et celui qu'on appelait l'enfermé, parce qu'il a passé presque toute sa vie en prison, recevait aussi l'admiration de Louise Michel qui le vénérait. Alors, voilà les bases d'une amitié improbable et forte. Bien sûr, Clémenceau sera marqué, il le dira, par le massacre des généraux Lecomte et Thomas, le 18 mars 1871. Il ne supporte pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est très intéressant, y compris par rapport à tout le phénomène de violence. Il y avait, raconte-t-il, des chasseurs, des soldats de la ligne, des gardes nationaux, des femmes et des enfants. Tout cela poussait des cris de bêtes sauvages sans se rendre bien compte de ce qu'ils faisaient. J'ai observé là le phénomène pathologique qu'on pourrait appeler le délire du sang. Un souffle de folie apparaissait après avoir passé sur cette foule. Quelques semaines, il y a eu un débat sur la foule. Les enfants montés sur un mur agitaient je ne sais quel trophée. Les femmes échevelées, défaites, tordaient leurs bras nus en poussant des cris rauques, d'ailleurs dénués de sens. J'en vis qui pleuraient en criant plus fort que les autres. Il y avait des hommes qui dansaient ou se bousculaient dans une sorte d'agitation frénétique. Clémenceau est conscient du danger de la violence, du désordre et des limites des mouvements révolutionnaires ou de la foule qui emporte tout. Louise Michel échappe à la mort, mais pas à la déportation en Nouvelle-Calédonie comme des milliers d'autres. Elle s'embarque en 73, 10 août, à bord du Virginia. Pendant son séjour, elle est institutrice à la baie de l'Ouest et se dévoue comme d'habitude aux déshérités qui, dans cette île, sont les Kanaks, dont elle apprend la langue. Et quand on va dans cette contrée et là où elle a séjourné, on pense forcément à elle, à ces déportés, beaucoup de femmes d'ailleurs. Clémenceau ne la laisse pas tomber. Il se démène, lui envoie des lettres, de l'argent, il plaide inlassablement pour une amnistie, mais Louise Michel ne lui facilite pas la tâche. Elle veut l'amnistie totale, pour tous, pas pour elle, pas pour quelques-uns. Hors de question pour elle d'être graciée par faveur exceptionnelle. Clémenceau lui dit ou lui écrit, au moins acceptez ça, on s'occupera des autres. Non, amnistie pour tout le monde ou personne. Et Clémenceau n'obtiendra gain de cause qu'en juillet 1880. Elle reste 7 ans en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une étrange amitié qui résiste, évidemment. Même l'affaire Dreyfus ne les brouille pas. Le mouvement anarchiste ne s'occupe pas d'un militaire bourgeois et juif. Elle meurt en 1905. D'ailleurs, il est troublant d'observer qu'il va exercer le pouvoir pour la première fois un an après. Simple coïncidence, j'en sais rien, et c'est comme ça que je termine mon chapitre. Je ne sais pas si leur amitié aurait survécu au pouvoir exercé par Clémenceau. Impossible de le dire, mais c'est un sujet pour vous, c'est un motif de rêverie, et je vous invite non pas à lire mon livre, mais celui de Ragon, parce que il est intéressant. En tout cas, je le répète, cette amitié éclaire ainsi la relation entre Clémenceau et la valeur de justice. Il choisit la justice comme titre pour son journal fondé en 1880. Il la réclamait
pour les peuples colonisés, pour les ouvriers et les pauvres, j'en dirai un mot. La justice sociale est au centre du programme de Belleville, du discours-programme de Marseille en 1880, du discours de Salerne, de la création du ministère du Travail, jusqu'à son dernier programme politique, le discours de Strasbourg en 1919. Il faut relire la mêlée sociale. C'est un peu... c'est pas le livre le plus léger, un livre de 1896, et son analyse d'une société divisée entre forts et faibles, c'est pauvre, entre dominants et dominés. Et ce qui était assez fascinant, je le regardais de nouveau pour cette conférence, c'est que le thème, le sujet de la faim, ouvre pratiquement l'ouvrage. Et il y a cette phrase de Georges Clemenceau, qui est rappelée aussi dans le dictionnaire: « Tous les hommes ont faim, c'est la loi de la nature. Tous doivent manger, c'est la loi de la justice. Tous mangeront, c'est la loi attendue. » On pourrait appliquer ces mots à d'autres politiques sociales. Et le combat pour les humbles, pour les pauvres, qu'il a découvert très jeune, est donc pour lui cardinal. Et il s'engage aussi pour les femmes pauvres. Pour les femmes pauvres, à l'époque. Et il refuse ce qu'il appelait le capitalisme broyeur d'hommes. Et énonce la devise républicaine comme sa seule boussole. Tout doit... Ça me paraît très important parce que dans ce moment-là où est en train de s'organiser déjà l'internationale socialiste, où le marxisme influence de plus en plus la pensée socialiste, où les partis socialistes très divisés sont en train de cheminer vers une unité. Dans le grand débat déjà qui commence entre Gued et Jaurès, lui, il a une analyse comparable à ce qu'est la réalité du capitalisme, la violence, mais il dit et il pense que tout doit être mis en œuvre pour démocratiquement la faire exister, cette devise républicaine, dans les faits. N'écrit-il pas dans la dépêche de Toulouse en 1904 que, j'ouvre les guillemets, sans doute la civilisation se mesure à la quantité de force brutale que nous pouvons éliminer des rapports sociaux pour y substituer dans la paix, les solutions de droit. Et il termine en disant, mais entre le fait et l'idéal, pensée jaurétienne qui passe par là, l'abîme, hélas, il n'en est pas moins demeuré béant. Donc, il est conscient de la situation, mais il reste fondamentalement attaché à l'action par le droit. Et moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir justice sans droit. Enfin, lui, il pense, nous pensons comme lui qu'il ne peut pas y avoir de justice sans droit. Président du Conseil le 25 juin 1908, au Sénat, après les révoltes viticoles du Midi, après les violences de la fameuse manifestation de Draveil, il pose la question de confiance, là aussi on ne se souvient pas de cela, contre ceux qui réclamaient plus de répression. Vous n'avez pas le droit de me dire « abandonnez votre programme et faites le métier de gendarme de la réunion publique ». J'estime, c'est Clemenceau qui parle, qu'il faut faire des réformes de justice sociale et que votre honneur à tous est de contribuer à apporter une pierre à la construction du grand édifice social dont la seule conception est l'honneur de l'humanité. Réforme des conseils de guerre, justice améliorée, impôt sur le revenu, justice dans l'impôt, retraites ouvrières, droit de vie, rachat de l'Ouest, sécurité de l'État contre les entreprises abusives des grandes compagnies de chemin de fer, etc., etc. Le programme est là. Alors, on peut toujours avoir une critique sur, rapportée notamment par la gauche socialiste à l'époque, ou par des historiens, ou par d'autres qui connaissent moins ce qu'est Clemenceau, sur le fait qu'il n'est pas arrivé au bout de toutes ces réformes. Ce n'est pas lui qui fait voter l'impôt sur le revenu. Mais il y a là la base de ce programme affirmé par une conviction puissante à propos de la justice sociale. Et cela me permet d'aborder le rapport de la gauche avec Clemenceau. On ne change pas de thème. D'ailleurs, peut-on être de gauche et avoir pour modèle celui qui aimait se présenter comme le premier flic de France? Je le crois. D'ailleurs, j'ai toujours pensé qu'un ministre de l'Intérieur devait dire qu'il était le premier flic de France. Je ne sais pas si c'est vrai, mais celui qui dit qu'il n'est pas premier flic de France, il n'est pas pris au sérieux à propos de la fonction. Et pourtant, Clemenceau a été longtemps poursuivi, peut-être encore aujourd'hui, par la légende noire du briseur de grève. Avant d'examiner ce procès, je vais rappeler quelques secondes, quelques éléments de contexte.
Après le congrès d'Amiens en 1906, le mouvement ouvrier français est marqué par la radicalisation de sa branche syndicale. Minoritaires en nombre au sein de la CGT, les syndicalistes révolutionnaires arrivent pourtant à en prendre le contrôle. Inspirés sans doute pour beaucoup par la réflexion sur la violence de Georges Sorel, ils défendent une conception maximaliste de la lutte des classes. Et donc il ne faut pas s'étonner que dans ce contexte-là, la même année, que le ministre de l'Intérieur se soit alors efforcé de tenir son rôle, ingrat bien sûr, mais en défendant les libertés et les biens garantis par la loi. La justice toujours. La justice sociale, mais les règles. On peut admettre que les socialistes de l'époque, toujours étaient suspects de ce fameux crétinisme parlementaire, n'aient pas souhaité se laisser déborder par les syndicalistes révolutionnaires. On peut comprendre qu'ils aient participé avec eux à la curée contre celui qu'on appelait le briseur de grève. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent à cette époque et à Clemenceau, on peut sérieusement poursuivre ce procès? Je ne le crois pas. Et contre tous les champions de la grève générale, Clemenceau a sans doute eu raison sur un point essentiel, savoir que l'État républicain reste in fine le seul cadre possible de toute réforme sociale. Condition d'écouter le pays, de négocier, de respecter les partenaires sociaux, évidemment. Et par ailleurs, je rejette et lui, je pense qu'il le rejetait de manière encore plus nette, l'opposition entre l'ordre et la justice sociale. Alors, on pourrait engager une vaste discussion sur cette représentation mythique de la gauche qui répartirait, selon cette logique, les rôles entre les réalistes, avant tout soucieux de préserver la discipline du groupe, et les romantiques déterminés au bout de l'idéal, entre la droite conservatrice et la gauche rebelle en somme. Et de gauche, ce serait d'abord se reconnaître dans les groupes en insurrection. Je trouve que ce débat, plus d'un siècle après, est intéressant. Ouais, bon, on pourrait estimer, au fond, que ce débat, cette discussion, masque le rôle des minorités agissantes. Certains pourraient regretter, au fond, je le disais il y a un instant en parlant de la commune, qu'elle fasse bon marché de la férocité des foules. D'autres pourraient y voir la suprême ruse d'une société capitaliste soucieuse d'aliéner l'individu par des images spectaculaires. Peu importe. Moi, je me borne pour ma part à regretter qu'on fige encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui d'ailleurs, la gauche de manière caricaturale dans une seule réaction protestataire. Il faut apprendre, bien sûr, à lire Clemenceau. On peut discuter sans fin du bilan de Clemenceau. Et à tous ses détracteurs, ou à ceux qui ne le connaissent pas, il faut rappeler qu'il a l'honneur d'être l'un des plus efficaces Dreyfusards, avant d'être salué par tous comme le père de la victoire. Mais je ne crois pas que l'essentiel tienne à l'évaluation positive ou négative de ce bilan, car on risque d'enfermer le personnage dans un passé révolu. Et moi, j'apprécie avant tout chez Clemenceau ce qui peut encore servir à l'avenir. Sa volonté absolue de ne pas se laisser abuser, sa détermination à avoir la raison dans la réalité et non dans l'idéologie binaire de la lutte des classes, la méfiance à l'égard des effusions lyriques, le scepticisme sur les vertus de bons apôtres, le dégoût pour les aspirations grégaires, le regard sans concession sur la nature humaine. Non, le mal ne tient pas seulement aux défauts de l'organisation sociale, il existe aussi dans le cœur des hommes. Et ça, c'est une des qualités d'un homme qui s'éprouva d'abord, peu de temps, mais l'éprouva quand même, dans les prisons de l'Empire. Toujours l'expérience et la réalité des faits. Cette lucidité faite des leçons de l'expérience de la vie est, je le crois, à la base, bien sûr, de sa force de caractère. Et j'ai retrouvé une très belle phrase de François Mitterrand à son propos, car on ne le sait peut-être pas suffisamment, mais François Mitterrand était grand admirateur de Clemenceau. Il écrivait « Clemenceau est l'un des hommes d'État que je voudrais voir produire en exemple, plus souvent encore à l'intention de nouvelles générations. C'est un très grand personnage marqué par l'intelligence, sans doute par la culture, mais surtout par l'énergie, le courage, la volonté farouche de servir son pays et de défendre un certain nombre de droits. » Cette volonté d'affronter la vérité en face peut servir, j'en suis également convaincu, la gauche, la politique, la République de ce XXIe siècle.
alors que tant de rêves se sont brisés au cours du siècle passé, la gauche, et d'ailleurs elle veut renaître, est aujourd'hui parfois contrainte, ou devrait être contrainte de limiter son ambition à ce que certains ont appelé l'optimisme du possible. L'échec de toutes les tentatives promotéennes a brouillé le sens de l'histoire et abîme l'idée même de progrès. Nul n'attend plus qu'une avant-garde éclairée ne découvre le chemin du bonheur universel. Et la défiance envers l'action collective atteint aujourd'hui une telle proportion qu'elle menace même les fondements de notre pacte social. Pour le revitaliser, pour le reconstruire, il faut en venir aux faits, à la réalité, à l'action. Et c'est pour ça qu'il faut s'inspirer de Clemenceau et, d'une certaine manière, de son éthique de responsabilité. Évidemment, je n'évite pas de rappeler ce que Clemenceau répond à Jaurès en 1906. Jaurès est un homme de très grande profondeur intellectuelle, une très grande culture, un homme qui a énormément compté pour le pays, pour sa vision de la condition des ouvriers, un grand républicain qui tombe du bon côté au moment de l'affaire Dreyfus, après aussi ses interrogations. Nous ne savons pas quel était son destin pendant la Première Guerre mondiale s'il n'avait pas été assassiné. Mais dans le débat de 1906, face à Jaurès, il y a au fond le débat, non pas entre les deux gauches irréconciliables, mais entre deux visions de la gauche à ce moment-là. Et Clemenceau répond, j'ai eu un débat avec Gilles Candard, publié par la Fondation Jean Jaurès, lui jaurésien, moi clémenciste, très modestement, nous étions opposés là-dessus. Et j'avais rappelé cette phrase, au fond, on peut l'entendre dans le tableau, il y a ici, montrant ce débat, et Clemenceau lui répond, pardon, « Sans doute vous me dominez de toute la hauteur de vos conceptions socialistes, vous avez le pouvoir magique d'évoquer de votre baguette des palais de féerie. Moi, je suis le modeste ouvrier des cathédrales qui apporte obscurément sa pierre à l'édifice auguste qu'il ne verra jamais. Au premier souffle de la réalité, le palais de féerie s'envole, tandis qu'un jour, la cathédrale républicaine lancera sa flèche dans les cieux. » Ça résume ce que devrait être l'action politique. Ça résume. Au fond, le cas Clemenceau est assez typique des hésitations, des inhibitions, des problématiques d'une grande partie de la gauche tout au long du XXe siècle, de son long remords du pouvoir, pour prendre le titre de deux amis historiens, Alain Bergogneau et Gérard Grimbert, mais il faut le relire en permanence. Et dans sa biographie de Clemenceau, Michel Vinocq, que vous connaissez tous, plaidait pour que soit enfin levée la malédiction qui plane sur cet homme de gauche maudit par la gauche. Parce que selon lui, l'échec historique du marxisme devrait en effet pousser la gauche à reconnaître aujourd'hui ceux des siens qu'elle avait frappés d'ostracisme pour manquement à la doctrine de la lutte des classes. Clemenceau appartient à la France, appartient à la République, on ne va pas l'enfermer dans une querelle au sein de la gauche, mais il appartient aussi, de mon point de vue, à la gauche. Et c'est un homme de gauche, un républicain de gauche, qui vous parle, même s'il y a aussi des hommes de droite qui se réclament de Clemenceau. Comme aujourd'hui, on peut tous se réclamer du général de Gaulle dans bien des domaines. Si, en 1917, Clemenceau a su déployer l'énergie déjà évoquée pour la sauvegarde de la patrie, une telle et si extraordinaire résolution, c'est qu'il était animé de la profonde conviction qu'il combattait pour le droit, la justice et la liberté. Je termine. Dans les négociations pour la fin de la guerre, du traité de paix, la grande idée qui le guida, ce fut encore la justice pour les peuples et les petites nations. Au fond, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et là aussi, dans ce domaine-là, je crois, il y a une continuité profonde de sa philosophie politique. Ce sont les principes des révolutionnaires de 1848, ce grand mouvement libéral qui saisit toute l'Europe, pour les nations, pour les peuples,
qu'il applique, ceux d'ailleurs de ses références ou de ses mentors, Arago, Blanqui, Louis Blanc, qui les premiers le poussèrent dans l'arène et dont il va se réclamer en permanence. Alors, évidemment, il y a des ambiguïtés, il y a des interprétations différentes du traité de Versailles, je ne vais pas l'évoquer. C'est vrai que les revendications territoriales contradictoires, les enchevêtrements des populations vinrent au fond à bout de cette obligation morale que Clémenceau voulait imposer aux négociateurs alliés de libérer partout les peuples, négociateurs d'ailleurs divisés eux-mêmes aux intérêts nationaux opposés et moralement hostiles aux grands vieillards qu'il était et qui présidait ces réunions. En créant la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, on n'a pas pu éviter d'y inclure ce qu'on appelait des minorités allogènes. Clémenceau a su faire la paix de droit. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout et éviter les compromis, les compromissions. Mais si le traité avait été appliqué dans toute son étendue et les garanties respectées dans toute leur rigueur, au lieu d'être si vite et si lâchement tourné et abandonné, la paix et la justice auraient pu s'établir, ce débat solide et pour longtemps. Je vous conseille de lire le livre de l'ancien ambassadeur de France, Gérard Haraud, sur les relations diplomatiques entre les deux guerres, tout est discutable, et qui montre que contrairement à ce qu'on explique, d'abord le traité de Versailles n'est pas responsable de la montée de Hitler, c'est beaucoup plus complexe, mais on s'aperçoit combien le traité de Versailles avait la force que Clémenceau lui avait donnée, et que les responsabilités de sa non-application, elles sont évidemment multiples, à commencer par le fait qu'il ne sera pas approuvé par les États-Unis d'Amérique, et par l'attitude aussi de la Grande-Bretagne. Mais là aussi, je veux insister sur la paix et la justice. Et je termine avec un propos qui était forcément, ne voulant pas reproduire toutes les étapes, je voulais vous livrer mon sentiment sur cette idée de justice. J'ai commencé à parler de l'homme et je termine par l'homme en le citant. J'aime la littérature. Et il y a dans l'exposition permanente l'affiche, ou la couverture plutôt, de l'un de ses plus beaux livres, Démosthène, qu'il écrit à la fin de sa vie en 1926. Pourquoi il choisit ce grand orateur athénien? Peut-être pour son goût particulier pour la civilisation grecque. Mais il s'agit bien, là, de choisir cet orateur. Et il écrit, pour notre méditation. À certaines heures, un homme surgissait pour manifester des énergies au-dessus de son temps, parfois au-dessus de lui-même, et marquer sa vie d'une empreinte de son passage. Pour les Lades elles-mêmes, à l'heure tragique où ses suprêmes aspirations vont expirer dans l'impuissance de faire, l'homme de la destinée se rencontre chez Démosthène, qui sentit, qui vécut, qui voulut les Lades plus qu'aucun autre Hellène, et qui l'aurait sauvé s'il y avait consenti. Toute sa vie profonde, source de ses activités publiques, fut d'une réaction continue contre les dispositions instinctives de ses concitoyens. Il veillait, il dénonçait leur indolence. Il fallait répondre à Échine, de ressources toujours prêtes, à Phocion, implacable railleur, à Eubule, un honnête bourgeois fastueusement faible, et pour cela même généralement estimé à Démade, d'une incomparable fougue oratoire, à Philocrate versatile, et si de fortune le puissant orateur emportait le vote aujourd'hui, demain c'était à recommencer. Avait-il obtenu gain de cause? C'en était fait si le décret n'était mis immédiatement en œuvre. Et pour cela, quel autre que celui qu'il avait fait passer? Alors c'était l'exécution dans toutes ses complexités, dans tous ses détours. Des premiers jours de la lutte au dernier, Démosthène est partout, voit tout, pourvoit à tout, conduit tout, sauf sur le champ de bataille où il ne peut suppléer à l'insuffisance des généraux, surtout quand le meilleur d'entre eux n'a cessé de prêcher la reddition à merci. Il parle aussi de ce qu'il a vécu, lui, pendant les années 1917 et 1918. Je continue avec lui. Quand Denis d'Halicarnasse nous donne Démosthène pour le plus grand orateur de tous les temps, je me permets de trouver la louange insuffisante, puisque la parole ne peut être que vain bruit sans l'action. Au sens achevé du mot, Démosthène fut un homme. C'est assez. À y bien regarder, c'est beaucoup. Clémenceau fut un homme, et fut cet homme.
là aussi. Et dans cette magnifique synthèse entre la justice et l'action, on trouve un exemple pour les temps d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va maintenant passer aux questions. Je ne sais pas si la première est toujours délicate, donc je vais peut-être vous la poser. Quand vous parliez de Clémenceau, qui apprend effectivement que l'armistice va être signé, vous parlez de ce moment en particulier, dans un contexte aussi où il est le président de la République de l'époque, Poincaré, n'est pas forcément de son meilleur ami. Mais il y a ce moment peut-être une sorte de pureté en politique où effectivement un moment de pureté politique. Et je pensais quand vous disiez ça, un autre moment plus tragique pour le coup, qui était le soir des attentats de novembre 2015, où finalement vous êtes aussi dans ce moment extrêmement politique, où finalement c'est au politique que revient. Et après avoir vu la scène, être sur place, quelle est cette émotion? Je ne sais pas si vous allez me la partager, mais finalement, il y a l'homme, il y a les circonstances si dramatiques. Qu'est-ce que ressent en fait le politique à ce moment-là? Le responsable politique doit toujours avoir à l'esprit la réalité. Je parlais du Clémenceau qui a été confronté à la pauvreté, comme médecin, comme maire de Montmartre. L'homme qui s'exprime le 11 novembre 1918, c'est aussi celui, déjà comme parlementaire, mais évidemment comme président du Conseil, qui est allé aux côtés des poilus. C'est là où il croisera Churchill, d'ailleurs, dans les tranchées. Donc, l'homme qui s'exprime avec une année terrible de tension. Il y a la tension politique, et puis le risque de la défaite. Avec tout ce que cela veut dire, je le disais tout à l'heure, pour celui qui a connu 1870, qui a forgé toute une génération. J'imagine, il suffit de lire, ce que cela a pu représenter pour tous, pour le président Poincaré, qui, contraint ou pas, a eu l'intelligence de le choisir, malgré leurs divergences. Et puis tout le monde est d'accord sur l'idée qu'il faut choisir Clémenceau. J'imagine ce que cela a pu ressentir. Il y a d'autres scènes, d'ailleurs, qui sont celles de l'entrée des deux hommes à Strasbourg. Chaque fois que je vais à Strasbourg, je ne sais pas pourquoi, mais je pense à cette scène, parce qu'elle a dû être ces moments incroyables. On retrouve la patrie divisée. Plus modestement, j'ai ressenti cela plutôt au lendemain, nous en parlions l'autre soir, des attentats de Charlie d'Hypercacher, après la grande manifestation du 11 janvier 2015, à l'occasion de mon discours à l'Assemblée nationale. Parce que là, j'ai ressenti, j'avais vu, j'étais rentré dans la salle de guerre, si je peux dire, de Charlie Hebdo, nous connaissions pour beaucoup les victimes, il y avait toute l'émotion des grandes manifestations partout à Paris. Donc là, dans l'hémicycle, c'est là où la politique est magique. Il y avait l'émotion et l'unité nationale qui en sortait. Soulagement après cette semaine terrible, l'assaut donné par les policiers et les gendarmes. Donc et on sentait que l'épisode sanglant était terminé. 13 novembre, on avait le sentiment que le cauchemar s'éveillait de nouveau, enfin revenait et s'imposait de nouveau. Mais je pense que chacun, quand on vit ces moments dramatiques, on aimerait, les sociétés pourraient gouverner de la manière la plus plate. Je ne sais pas si un politique souhaite gouverner uniquement des sociétés où il n'y a pas de problème. Mais nos compatriotes, évidemment, c'est ce qu'ils souhaitent. Mais il faut se préparer en lisant, en regardant comment les uns et les autres ont réagi, avec la plus grande modestie, bien sûr. Il faut se préparer, même si on ne s'y prépare jamais, à ces moments dramatiques. Il faut trouver la force en pensant aux victimes, en pensant aux solutions immédiates, aux solutions à moyen et long terme. C'est-à-dire
quand on a la chance de gouverner la France, il faut savoir que l'histoire a sa part tragique et qu'il faut être capable de l'affronter. D'autres questions? Vous êtes tous des clémencistes. Est-ce qu'à Versailles, Clémenceau a rencontré l'économiste anglais John Maynard Keynes? Ça, peut-être que Jean-Noël le sait mieux que moi, qui a joué un rôle majeur. Alors, Gérard Haro en parle beaucoup dans son livre. Keynes joue un rôle terrible dans toutes ces années pour discréditer totalement le traité de Versailles. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés, mais il joue un rôle terrible et dans la politique britannique et sur le regard que porteront les historiens sur le traité de Versailles et sur ses responsabilités entre les deux guerres, et donc forcément sur Clémenceau. C'est devenu même, c'est à cause du traité de Versailles, je le rappelais tout à l'heure, qu'il y a eu Mussolini, Hitler, etc., en oubliant la République de Weimar, la crise de 1929, etc. Rencontre Clémenceau-Keynes? Non? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a eu? Ah, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Mais je sais que c'est très très juste de marquer que Keynes a une responsabilité lourde pour empêcher qu'on comprenne vraiment ce qui s'est passé et pour empêcher de comprendre ce qui a été l'histoire des années 20 dans la suite du traité de Versailles. Mais ce n'est pas moi qui parle. Non, mais et sur les non-réparations, et sur le fait qu'on accepte progressivement de ne pas faire payer financièrement l'Allemagne, et avec une grande responsabilité, je dirais, je ne vais pas aller trop vite, hein, puis, une grande irresponsabilité parfois du côté américain, et une attitude très sournoise de nos amis britanniques qui s'en rendront compte trop tard. Et d'ailleurs, la France de cette Troisième République, dans laquelle Clémenceau, enfin de l'après-guerre, hein, de l'après-première guerre, que Clémenceau vit encore, d'ailleurs, défendant son bilan, répondant vertement à Foch dans un de ses derniers livres qu'il faut lire parce qu'il est implacable. Foch, pour qui il avait d'ailleurs de l'admiration, plus sans doute que pour Pétain. Mais dans cette France-là, la France se retrouve en très grande difficulté à chaque fois. Et sa politique est cette alliance permanente avec la Grande-Bretagne, ce lien qu'il ne faut pas distendre, ce qui amènera d'ailleurs plus tard à des fautes sur 1936 et la non-intervention en Espagne, Munich, etc. Parce que c'est cette philosophie qui, de ce point de vue-là, Keynes a une responsabilité qui pèse beaucoup sur la politique britannique. Mais je ne sais pas s'il a rencontré, très honnêtement. C'est un point qu'on va immédiatement traiter, gérer. J'ai une question sur la relation qu'il y avait entre Georges Clémenceau et Aristide Briand, notamment à propos de la Société des Nations ou de l'alliance que souhaitait Aristide Briand avec Rathenau, notamment en Allemagne, sur lequel Clémenceau était plus que suspicieux. Et pourquoi il était suspicieux? Tel que je le comprends, enfin, sous supervision. Nous sommes tous sous supervision. Donc vous me dédouanez. Oui. Il pensait que ça affaiblissait la France dans son comportement de militarisation. Et qu'en fait, Aristide Briand voulait, à travers la paix, une pacification avec l'Allemagne, alors qu'il pensait qu'il y aurait une nécessaire dialectique au sein de l'Europe entre la France et l'Allemagne qui obligeait de facto les Français à avoir une supériorité militaire déclarée. Clémenceau, à la fin de la guerre, enfin vraiment ce mois de novembre 1918, veut arrêter la guerre. C'est ça qui l'oppose à Poincaré. Et à d'autres, à Foch, qui souhaitent aller en Allemagne, occuper. D'ailleurs, ce qui provoquera plus tard ce sentiment très étrange chez nos amis allemands, c'est-à-dire qu'ils signent l'armistice, ils perdent la guerre, mais ils ne le constatent pas de fait, tout de suite, sinon par le mouvement révolutionnaire, et puis ensuite par
l'occupation de la Rhénanie, etc. Mais Clémenceau a vu la boucherie. Et si l'armistice est signé, il ne veut pas, s'il est à la fin de la guerre, il ne veut pas un mort de plus. Bon, après, la politique évolue. Il y a le bloc, il y a la Chambre Horizon Bleu, il connaît tout ça encore. Et après, il quitte la politique dans les conditions que nous savons. Et à ce moment-là, dans sa pensée, en effet, je pense qu'il, voyant les conséquences que nous évoquions tout à l'heure du traité de Versailles, il souhaite une politique plus ferme vis-à-vis de l'Allemagne. Je ne sais pas ce que cela aurait donné. Je ne suis pas moi un grand spécialiste de Briand. J'ai beaucoup étudié le rapport Briand-Clémenceau, mais dans un autre registre, qui est celui de la loi 1905. J'ai toujours pensé que là, de ce point de vue-là, mais c'est Briand qui était aux affaires, pas encore Clémenceau, il arrivera un an après. Briand avait beaucoup de finesse dans ce débat, Jaurès aussi. Clémenceau, à la fin, se range aux arguments, même si au début il est plus intransigeant, mais il fera preuve d'une très grande intelligence politique après. Il considérera que ça ne sert à rien qu'il y ait des morts pour cette guerre scolaire, ou pour cette guerre des inventaires. Mais sur les relations diplomatiques, je suis moins féru, et c'est un autre débat qui s'ouvre. Je pense que sur cet épisode-là, l'histoire donne plutôt raison à Clémenceau. C'est là que vous nous avez confié que vous aviez des reliques de Clémenceau. Donc moi, c'est plus mon rapport avec votre relation personnelle avec Clémenceau et par rapport à ces objets. J'imagine que votre bibliothèque est très clémenciste. Peut-être vous avez acheté à côté des manuscrits, vous avez sûrement des portraits, mais qu'est-ce que, je me suis toujours posé la question, quand on achète comme ça, ou des objets appartenant à une personne, qu'est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir, ou est-ce que vous avez eu entretenu une sorte de relation, une sorte d'approche? Clémenceau et Johnny Hallyday dans un même... c'est une très belle question. Non, je ne suis pas fétichiste. Il y a compris historien ou responsable politique, tout simplement celui qui analyse la vie d'un homme. Je m'efforce de le faire d'ailleurs dans ce livre, d'homme ou de femme, il faut le faire avec la distance nécessaire. Sinon, on sombre dans le culte de la personnalité. Et précisément, Clémenceau ne voulait pas ça. C'est pour ça que j'ai commencé à évoquer le regard qui est le sien, enfin le testament qui est le sien sur la manière dont il doit être inhumé et comment les Français doivent se comporter à son égard. Donc, le hasard a fait, bon, évidemment, bibliothèque, Clémenceau, Jeannet, et je lis beaucoup et je relis surtout, parce que, y compris, vous m'y avez obligé une nouvelle fois. Et c'est tout à fait passionnant. Le hasard fait que par des amitiés de mes parents, j'ai récupéré la calotte, des gants, une plume de Clémenceau, et que j'ai ça dans ma bibliothèque. D'ailleurs, je suis arrivé un jour, j'avais récupéré ça, je crois que j'étais ministre ou Premier ministre, et j'avais laissé ça sur mon bureau, et l'équipe de Matillon m'a mis ça dans un coffre de vitre, enfin comme vraiment une pièce de musée. J'avais ça, les gens qui rentraient dans mon bureau, responsables étrangers ou français, étaient un peu étonnés de trouver ça. Bon, peu importe. Je dois vous dire que, pour bien répondre à votre question, au-delà des livres, de cette maison, de ces objets que j'ai évoqués, du bureau comme chef du gouvernement, d'étudier la vie de Clémenceau quand il était ministre chef du gouvernement, enfin, il était toujours d'ailleurs pendant cette période 1906-1909 au ministère de l'Intérieur, ensuite il sera au ministère de la Guerre, puisqu'à l'époque on n'était pas à Matignon. Il venait ici, mangeait son œuf dur, il repartait. Bon, c'était une vie extrêmement rythmée, c'est un homme âgé. Les lieux, mais ça c'est vraiment mon parcours, ma vie, ma famille et ma sensibilité, là où j'ai trouvé la plus grande émotion, et ce Clémenceau que j'aime le plus, c'est dans la relation avec Monet. C'est une relation qui éclaire Clémenceau d'une immense intelligence. Un homme politique qui
avec d'autres, protège les tableaux de Monet des impressionnistes au moment du salon, parce que on craint que certains viennent déchirer un coup de couteau les toiles des impressionnistes. La relation à Giverny, les mots qu'on lui prête, qui sont les siens au moment de la mort de Monet. L'orangerie et les nymphéas. Si vous voulez, s'il y a quelque chose qui m'émeut vraiment dans la relation avec... on ne retrouve pas forcément ça avec d'autres responsables politiques. Moi, je n'ai pas commencé ma vie politique comme gaulliste, mais j'ai une immense admiration pour De Gaulle. Et sur sa relation littéraire, la relation avec Malraux, sa manière d'écrire. Mais je ne peux pas avoir la même émotion. J'ai connu très bien Geneviève de Gaulle-Antonios, qui m'a beaucoup parlé de son oncle Charles, comme elle disait, et de la conversation qu'elle avait eue avec lui au retour de Mauthausen. Bon, mais l'homme était plus dans la carapace, hein, était connétable de France. Clémenceau a une dimension humaine que Churchill a aussi. J'aime bien la comparaison entre les deux, mais c'est l'émotion par la peinture et par l'art qui me touche énormément. N'ayant pas pu acquérir une toile de Monet encore, je me contente de lire ceux qui écrivent sur le sujet. J'aimerais, Monsieur le Premier ministre, vous interroger un peu plus profondément sur la laïcité. Vous l'avez évoqué à propos de 1905, mais nous qui avons été attentifs à vos comportements publics et à la manière dont vous avez porté un certain nombre de valeurs qui nous importent, je me demande si vous ne pouvez pas nous dire plus sur ce que Clémenceau a signifié du point de vue d'une laïcité qui était une laïcité ouverte, une laïcité de tolérance, malgré ce que certains sont efforcés de lui faire dire, une laïcité qui ne supportait pas, en somme, qu'on lui adjoignait un adjectif. Absolument. Une laïcité qui était une laïcité profondément de tolérance, intransigeante dans le refus que n'importe quelle religion peut peser sur les décisions collectives. Dieu est assez grand pour se défendre tout seul, disait-il à Monseigneur Frépel, l'évêque d'Angers, lors des débats qui étaient presque aussi importants du point de vue de cette question que ceux de 1905, c'est ceux de 1881 sur la liberté de l'expression et la liberté de la presse. Sur la liberté d'expression. Je continue de penser, mais je ne vais pas développer ça, c'est vous que j'interroge, que du point de vue de ce que nous avons à défendre et à célébrer, la laïcité, qu'à l'étranger on ne comprend pas toujours, et qui est un des fleurons, semble-t-il, de la tradition politique française. Est-ce que vous avez le sentiment que dans les propos que vous avez tenus, qui ont été forts, Clémenceau, là aussi, vous a inspiré? La réponse est dans la question. Oui, évidemment. Et plus d'ailleurs que brillant, même si, je le répète, je reconnais le rôle du législateur à l'occasion du débat de 1905. Oui. D'abord, parce que sa laïcité, ou sa vision, laïcité avec sa vision de la justice et de l'éducation, même si, je le répète, l'instruction ne suffit pas à régler la question sociale, ça reste, je crois, toujours profondément d'actualité, c'est l'homme d'un combat, d'une laïcité de combat, dans un moment que vous connaissez parfaitement, mieux quiconque, d'affrontement entre la République et l'Église. Et cet homme-là sait que, à ce moment-là, se joue quelque chose de tout à fait essentiel. Et et lui, Ferry, même s'ils se sont combattus, Buisson joue un rôle évidemment essentiel. Et alors, Clémenceau n'est pas au pouvoir, mais il joue quand même un rôle très important à la Chambre des députés. Donc, le fait que ça reste un combat, qui n'est en rien contradictoire avec la tolérance, vous avez très bien dit, m'inspire toujours. Je pense que la laïcité, c'est un combat. Ce n'est pas de la mollesse. C'est le respect des autres, c'est la liberté de conscience, la possibilité de croire ou ne pas croire, etc. etc. Mais c'est un combat dont le fer de lance est, tout est cause, l'école. Mais aussi les comportements dans la société. L'apprentissage de cette laïcité. Je ne sais pas comment aurait réagi Clémenceau après l'assassinat de Samuel Paty.
hein, on ne va pas lui faire dire des choses qu'il n'a pas pu prononcer, mais donc une laïcité de combat. Et parfois on me l'a reproché, mais pour moi, c'est une laïcité de combat, que ce soit sur la crèche Babilou, sur la question du voile, sur la manière dont j'ai géré ma ville, où j'ai pris la parole sur ces questions-là comme membre du gouvernement ou comme Premier ministre. Clémenceau raisonnait, évidemment, dans mes réflexions. Mais avec l'idée, et très justement, que c'était une manière de faire vivre la concorde, la justice entre nous Français. Et là aussi, c'est un des faux procès, c'est une des légendes noires de Clémenceau, ou sur la laïcité. Les laïcards, vous savez, l'expression de Maurras pour disqualifier les républicains. Donc oui, grande inspiration. Je crois qu'il y avait une dernière question. C'est vous, pardon. Deux petites questions par rapport à ce que vous venez de dire. Je ressens vraiment votre admiration pour Clémenceau. Et lorsque vous occupiez votre poste de ministre de l'Intérieur, on sait le rôle qu'il a eu dans l'évolution de la police scientifique et tout ça. Quand vous étiez ministre de l'Intérieur, est-ce que vous inspiriez, est-ce que vous pensiez Clémenceau lorsque vous étiez assistant à son bureau? Et donc voilà, dans vos actes, dans vos décisions liées à votre rôle de ministre de l'Intérieur. Et ma deuxième question, c'est, j'ai le sentiment que, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure sur Mitterrand, par exemple, qui était fan de Clémenceau, enfin qui était inspiré par Clémenceau, j'ai eu le sentiment que, principalement depuis 2017, de plus en plus de politiques s'inspirent de Clémenceau et pas se détachent, mais avant j'avais le sentiment que c'était vraiment gaulliste. Et maintenant, on tend aussi à s'inspirer de Clémenceau. Et je voulais savoir si vous partagiez cet avis et pourquoi maintenant les politiques ont le sentiment de besoin de revenir à Clémenceau. Bien avant, grâce à cette maison, aux amis de Clémenceau, au colloque qu'il y a eu dans les années 70, mais évidemment, à l'occasion de la célébration du centenaire, ça a duré 4 ans. Beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'analyses, beaucoup d'écrits sur Clémenceau ont été publiés. Donc certains l'ont découvert ou redécouvert. Et parce que c'était ce moment-là. Moi, je crois beaucoup, c'est le sens aussi de ce livre, au rôle des hommes, des femmes dans l'action publique. L'histoire nous prouve que la géographie, le climat, l'économie, les rapports sociaux, etc., les cultures, les identités jouent un rôle fondamental. Mais les hommes, oui. Et donc il y a deux phares, deux statures qui s'imposent pour nous dans l'histoire moderne. Des hommes politiques de très grande qualité. Mais ce sont Clémenceau et De Gaulle. Ils se trouvent tous les deux être de manière très différente, mais incarner la France. L'un, c'est un homme de la Troisième République, un parlementaire, avec son idée du droit, de la justice, un homme assez seul, je ne l'ai pas rappelé, mais il faudra, parmi ses amis, son entourage, qui feront revivre sa mémoire. Jeannet, Mandel, d'une manière ou d'une autre, évidemment Mandel brisé, mais qui était son collaborateur. Cette histoire, elle s'est poursuivie tout au long du XXe siècle. De Gaulle, c'est différent, pas un parlementaire, une certaine idée de la France aussi, mais ce sont deux références qui sont essentielles. J'y rajoute pour moi une autre admiration, mais qui est de l'autre côté de la Manche, qui est Churchill, mais qui est un homme de la même matière. Il surplombe le siècle. Et le temps passant, je trouve magnifique qu'on ait davantage fait revenir dans ce débat Clémenceau. Je ne pense pas qu'il se substitue au général de Gaulle, mais pour les républicains, pour des hommes et des femmes qui se réclament de la gauche, il mérite d'être, je le disais tout à l'heure, en permanence revisité. Bon, après, je ne tire pas la ficelle de Clémenceau sur tous les sujets. Au ministère de l'Intérieur, c'est autre chose. Mais il est le vrai
Premier ministre de l'Intérieur, à part Fouché, mais on ne va pas le prendre comme exemple, moderne, face aux hordes sauvages, à la délinquance, au meurtre. Vous imaginez ce que c'était. Aujourd'hui, ça n'est absolument rien. On parle de la décivilisation de la société française, de l'ensauvagement, des termes qu'on peut parfaitement intégrer dans notre réflexion. Mais imaginez ce qu'on pouvait dire à l'époque. Il y a deux choses qui me paraissent importantes à retenir quand on veut être ministre de l'Intérieur. Enfin, trois. Un, c'est l'incarnation. Il est le premier flic de France. Deux, c'est la réorganisation, c'est-à-dire il organise l'administration face à la délinquance. Trois, c'est la présence sur le terrain. Il bouge. D'ailleurs, il bougera aussi, je le disais tout à l'heure, quand il est chef du gouvernement en 1917. C'est-à-dire il faut être présent. Bon, et donc, c'est cet homme-là aussi qui inspire, et quand le grand ministre de l'Intérieur. Hein. J'aurais bien aimé inviter Clémenceau pour qu'il me parle de son expérience. Je me suis contenté de mes prédécesseurs tout à fait prestigieux. Mais c'est là aussi une référence. Ce que je disais tout à l'heure, et j'imagine qu'on conclut avec ça, c'est la richesse de la personnalité de Clémenceau que j'essayais de toucher. Et le fil de sa vie, c'est les deux références permanentes de sa vie, c'est la liberté, en général, mais pour lui-même, c'est un homme très libre. Ce n'est pas un idéologue, mais c'est un homme aux convictions extrêmement puissantes, fermes. Et c'est la justice. C'est la justice. C'est pour ça que c'est une magnifique référence pour la France républicaine, mais je me permets de le rajouter aussi pour la gauche si elle veut un jour renaître. Merci beaucoup de votre attention. Je me reviens en quelques mots pour finir de me faire l'interprète de ce que vos applaudissements signifient, c'est-à-dire l'expression d'une considération, Monsieur le Premier ministre, cher Manuel, d'une gratitude aussi, parce qu'il y a une tradition française assez spécifique et qui étonne souvent les étrangers, c'est qu'un bon nombre de nos dirigeants politiques éminents ont le goût à un certain moment, ou quand provisoirement leurs tâches politiques sont moins prégnantes, de regarder des biographies. On pourrait en voir toute une série, toute une litanie. Vous avez évoqué Clémenceau et Démosthène, mais beaucoup d'autres ont souhaité le faire. Je crois que c'est significatif. Mais en vous attachant évidemment à Clémenceau, dans ce livre important, vous avez aussi pris en compte le fait que son image a évolué. Vous n'auriez peut-être pas fait la même conférence il y a 50 ans, comme homme de gauche. Vous auriez peut-être repris un certain nombre de propos, je ne dirais pas de balivernes, mais de propos sur Clémenceau, briseur de grève. Vous n'auriez peut-être pas évoqué la réalité de son comportement au moment des insurrections, en vérité, qu'il a eu à réprimer, où il a défendu les biens matériels et les personnes d'une manière qui lui était ensuite reprochée. Cela est très important pour nous, qu'un homme comme vous, avec l'action que vous avez eue et l'action, nous n'en doutons pas, que vous aurez à l'avenir dans le forum, ait éprouvé cela. Et c'est pourquoi ce livre, encore une fois, nous nous réjouissons que vous l'ayez écrit. Ça concerne Clémenceau, ça en concerne aussi d'autres. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je n'en doute pas, plusieurs sont heureux de vous le faire dédicacer, puisque ça fait partie de notre rituel dans les minutes qui viennent. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous, merci de l'invitation.